Elodie Safaris, vous la connaissez peut-être, puisqu'on lit souvent ses articles dans cette émission qui nous a fait... Alors, c'est pas dans le cadre de sa rubrique Calmos, mais moi, j'ai un petit peu envie de l'appeler comme ça. Calmez-vous avec Rima Hassan. C'est le nom qu'aurait pu avoir son article. Rima Hassan et le Hamas, l'inaudible réponse. En tout cas, c'est inaudible pour des gens qui ne veulent pas entendre des arguments, ou qui veulent couper les arguments pour que ça n'ait plus de sens, ou on connaît un petit peu le procédé. Donc un article un peu long, mais vraiment nécessaire, les gens. À l'époque où... est-ce que vous condamnez le Hamas? Est-ce que le Hamas est un mouvement terroriste? Est-ce que vous le condamnez en tant que mouvement terroriste? On aurait aimé avoir justement ce long récap, alors qu'il n'est pas juste de Elodie Safaris, mais aussi le produit de toutes les personnes qu'elle a interrogées sur la question, notamment des spécialistes de droit international. Et ça fait plaisir. Quand on dit le ciel, il est voilé, est-il vrai? Oui, c'est vrai, on pourrait... Pour les gens qui regardent la capsule, regardez la vidéo en entier, le live en entier si vous ne comprenez pas cette vanne. C'était au micro de Sud Radio qui est né le 27 février la séquence polémique. 27 minutes durant, Jean-Jacques Bourdin assène ses questions à la députée européenne franco-palestinienne. Pourquoi, alors le dernier otage français à Gaza, Ouad Yahaloumi, pourquoi Yahaloumi a-t-il été assassiné? J'essaie de faire la voix de Bourdin. Les enfants Bibas, seraient-ils morts s'ils n'avaient pas été enlevés et séparés de leurs parents? Que voulez-vous dire quand vous dites « on sacrifiera autant de générations que nécessaire » C'est un appel au djihad? C'était une vraie question qu'il a posée. Ceci est réalisé sans trucage, les gens. Un sujet revient par 3 fois dans cet échange musclé, la façon dont Rima Hassan qualifie le Hamas et ses actions. Alors que la députée européenne LFI place dans l'une de ses réponses qu'il n'y aurait pas eu les attaques du 7 octobre si on n'avait pas tous collectivement fermé les yeux sur la nécessité d'avoir une perspective politique pour le peuple palestinien. Et parce que s'il y avait eu des réponses, s'il y avait eu des solutions politiques à un problème politique, bah peut-être que y a pas, les gens ne saisiraient pas les armes, tu vois. Souvent c'est le désespoir, hein, qui, surtout avec un rapport de force aussi disproportionné en leur défaveur. Tu prends pas sinon tu prends pas ce risque-là. L'animateur saute sur l'occasion. Est-ce que les actions terroristes du 7 octobre sont justifiées? Non, répond Rima Hassan. Dans une explication, il n'y a pas de justification. Quelques minutes plus tard, Bourdin revient à la charge. Rima Hassan partage-t-elle les positions du Hamas? À une énième formulation de la question « Vous soutenez le Hamas ?» La députée répond enfin non et donne sa définition du Hamas. Un mouvement religieux, initialement, qui s'est structuré en mouvement politique, a été élu et a ensuite développé une branche armée. Donc, de mouvement religieux à mouvement politique à mouvement militaire. Elle finit par énoncer qu'il y a un mode opératoire terroriste. Ah, pourtant, normalement, la checklist, il devrait être content. Avant de rappeler, mais souvenez-vous, c'était pas le cas. Quand Mathilde Panot avait dit... qu'elle qualifiait les méthodes du Hamas sur le 7 octobre de terroristes, ça ne leur avait pas suffi. Et justement, on va rentrer dans ce genre de détails. C'est ça qui est intéressant. Donc un mode opératoire terroriste, avant de rappeler, comme ça a été le cas du FLN, du parti de Mandela, vous avez eu, dans les mouvements décoloniaux, très souvent, malheureusement, eu des attaques de ce type. J'ai mis un U en trop. L'eurodéputé précise cependant que le Hamas a une action légitime si l'on se réfère aux résolutions des Nations Unies. Bourdin saute sur ce mot légitime. Ah, elle a dit légitime. Elle a légitimé. Elle a dit ils sont très bien. Je les soutiens. C'est la porte-parole du Hamas. Donc il sera au cœur de la polémique. Laissez-moi terminer, somme-t-elle. Ce n'est pas parce que les résolutions des Nations Unies sont extrêmement claires sur le droit des peuples colonisés à avoir recours à la lutte armée que les procédés de lutte armée justifient tout. Ce droit est parfaitement encadré en droit international. Et de rappeler... Vous n'avez pas le droit de prendre en otage des civils. Vous n'avez pas le droit de commettre un certain nombre d'exactions telles qu'elles ont été commises. Donc, au moins, tu vois, c'est clair, c'est précis, ça dit les termes. Ça lève toutes les ambiguïtés, puisque souvent ils essaient de dire « Oui, LFI, ils ont des positions ambiguës, des positions polémiques, des positions problématiques. » Bon, on ne dit jamais quel est le problème, quelle est la polémique, quelle est l'ambiguïté. On l'a vu en long, en large, cette interview. Pourquoi tu nous le relis? Alors, c'est justement, parlons justement de cette polémique-là. C'est pas pour refaire l'interview, les gens. C'est pour qu'on sache de quoi on parle. Mais tu verras, grognon. Et tu grogneras s'il y a besoin. Après avoir évoqué 5 ou 6 autres sujets, Bourdin revient une 3e fois à la charge sur le Hamas.
Le Hamas est un mouvement de résistance, vous dites la même chose que Madame Obono, on est bien d'accord? Moi, je parle la langue du droit international. Le Hamas a une action légitime du point de vue du droit international. Avant de conclure, la question du droit international, c'est là une boussole, parce que justement, c'est de ça qu'on va parler dans cet article, du droit international. La légitimité de la lutte armée dans un contexte de colonisation est extrêmement claire. C'est cette dernière séquence que Sud Radio va s'empresser de diffuser sur son compte Twitter, avec pour seule citation écrite « Le Hamas a une action légitime du point de vue du droit international ». Ils ont quand même laissé du point de vue du droit international. Ils ont hésité, à mon avis, juste ils voulaient mettre « Le Hamas a une action légitime » ou « Le Hamas, 3 points de suspension, ellipse, coupure dans la citation, légitime ». Le Hamas légitime pour Rima Hassan. Vraiment, ils avaient très envie de le formuler comme ça. Ils auraient pu faire encore pire. La vidéo de 40 secondes ne contient pas ces explications détaillées. Alors oui, du coup, justement, ils nous mettent la séquence de 40 secondes. Bah, comme ça, on n'aura pas besoin de tout relire. Réécoutons-le. Comme ça, voilà, on n'aura que ces 40 secondes-là. Justement, pour voir où ils mettent le cut de début, où ils mettent le cut de fin. Par ailleurs, a toujours été un pays avec lequel nous avons eu des relations. Souvenir que j'ai eu ici avec Daniel Obono qui ne voulait pas avouer, me dire que le Hamas... Elle ne voulait pas avouer, mais je l'ai fait parler, moi. Mouvement de résistance. Oui, il a fallu que je l'ai acculé plusieurs fois la question pour qu'elle me dise oui. Le Hamas, c'est un mouvement de résistance. Vous dites la même chose que Daniel Obono, on est bien d'accord. Moi, je parle la langue du droit international. Le Hamas a une action légitime du point de vue du droit international. Bon, c'est un mouvement de résistance. Non, parce que la résistance, si vous voulez, ça peut donner justement au sujet d'interprétation de vous êtes pour ou contre. La question du droit international, c'est une boussole. Alors que, encore une fois, la notion de résistance, tu pourrais dire, eh bien, oui, tu as le droit de résister, mais ça ne veut pas dire que tu as le droit de faire n'importe quoi. Résister, oui, mais pas résister n'importe comment. Et je trouve cette méthode de résistance particulièrement dégueulasse, par exemple, et je la condamne et je la dénonce et tout ce... On pourrait dire ça, mais c'est là qu'elle a raison, Rima Hassan. Le mot résistance est connoté. Comme, tu vois, le mot terroriste, le mot résistant ou le mot rebelle peuvent désigner la même chose. Pour moi, le mot le plus neutre, c'est rebelle. Parce que les mots sont connotés. Et elle a raison de rappeler les connotations. Mais bon, là, Bourdin, là, il est déjà en train d'essayer de réfléchir à la nouvelle façon qui va essayer de lui faire dire que c'est un mouvement de résistance et qu'elle les soutient et qu'ils sont très bien et que c'est les BFF. La question du droit international, c'est une boussole. Tout le monde doit se tenir à cette boussole. La légitimité de la lutte armée dans un contexte de colonisation, elle est extrêmement claire. Et c'est ma position. Par ailleurs, a toujours été un pays avec lequel... Extrêmement clair, mais ça n'est pas clair pour Bourdin. Ça concerne la France. Alors Phoenix, tu vas peut-être poser la question à chaque fois. Ici, je vais te le répondre un millier de fois parce que être streamer, c'est accepter de répéter les mêmes choses aux gens qui ne veulent pas l'entendre. Ici, on fait de l'actualité internationale. Peut-être je l'ai pas dit assez fort. Peut-être c'est à cause du compresseur, il compresse trop le son. Peut-être il n'a pas compris. Et en fait, c'est un sujet qui s'invite en plus ici dans le débat franco-français. Justement, on va le voir dans cet article, ce sont des problématiques qui... en fait, ne sont pas des problématiques dans d'autres pays, qui ne le sont qu'en France. Donc oui, en plus, ça concerne la France. Ah, c'est insupportable. Insupportable. Non, je veux pas qu'on parle que des trucs qui se passent dans un rayon de 20 km autour de chez moi. Le reste du monde n'existe pas. Le reste du monde n'existe pas. Moi, je vous vois comme ça, hein. Pardon pour la rediff, hein. Et voilà, on essaie de communiquer avec les gens du live. C'est pas forcément facile. Bah, je t'ai réveillé là quand même, Iker. Ah oui, justement, tu gueules parce que tu dormais. Désolé. Non, c'est toujours pas clair. Phoenix, il me répond eux. Donc c'est pas clair. Peut-être que je l'ai pas crié assez fort. Ça doit être ça. Donc la vidéo de 40 secondes, on l'a vu. Un tweet vu plus de 4,7 millions de fois. Donc imaginez l'écho. Et du coup, voilà. Qu'est-ce que vous choisissez d'isoler? Ça rappelle beaucoup les méthodes du crayon aussi. Alors le crayon, ça avait été pire encore que Sud Radio, qui l'eût cru, hein. Mais pire que Sud Radio. Déjà, dire ça comme phrase. Mais le crayon, ils ont fait pire dans la mesure où ils n'ont publié que les 40 secondes. Ils n'ont pas publié le reste. Ils expliquent, oui, on s'est chié dessus, pardon. Non, non. Vous n'êtes pas chié dessus pour laisser en ligne ces 40 secondes, quoi. Enfin, c'était même pas 40 secondes, eux. En vrai, tu pourrais reprendre du balavoine. On l'a fait une fois. 4,7 millions de fois, et donc qui va servir aux politiques de tous bords pour lancer leur offensive. Parce que souvenez-vous de ce qui a suivi à ce truc-là. Et aussi pour les gens qui se posent la question, c'est arrêt sur image. Eux, c'est peut-être pour ce qu'en fait le meilleur journal. C'est que eux, ils sont sur le temps long. C'est-à-dire, ils ne réagissent pas à chaud sur les choses.
ils vont laisser la poussière retomber, voir tous les traitements médiatiques, les confronter, et ensuite remettre quelques barres sur quelques T. C'est pour ça qu'on les aime. CNews consacre des heures d'antenne aux propos de l'eurodéputé. Dès l'après-midi, l'invité Karim Maloum lâche que Rima Hassan, qualifiée d'antisémite notoire, considère que le droit international permet de violer des petites filles. Tiens, donc, est-ce qu'on a l'extrait? Ou est-ce qu'on l'a plus tard? Je crois qu'à un moment, ils en mettent le lien. Toujours dans la bolosphère, les médias de Bolloré et Pascal Praud estiment sur Europe 1 que ce qu'elle dit légitime le 7 octobre. Précisément l'inverse, mais... Son invité, Philippe Meyer, membre du bureau exécutif du CRIF, Conseil représentatif des Israélites de France, je crois que ça veut dire, renchérit. Depuis le 7 octobre, aucun élu de l'AFI n'était allé aussi loin dans l'ignominie. Pour l'instant, ça allait, du coup, ce que disait l'AFI jusqu'ici. Non, tout était ignoble, mais là, ça passe encore un cap. L'avoine, c'est tellement impossible à imiter. Bah, même pas à imiter, parce que t'es pas obligé d'utiliser le même ton que lui, mais de simplement reproduire les notes, quoi. La majorité des médias traitent de la polémique et reprennent de la même façon malhonnête de présenter son discours. Comme la revue de presse, est-ce qu'on est surpris d'extrême droite F de souche. Que risque Rima Hassan pour ses propos légitimant le Hamas, titre par exemple le Figaro. De son côté, c'est à vous, France 5 écrit sur Twitter X que Rima Hassan a provoqué la polémique en légitimant le mode opératoire des terroristes du Hamas, affirmant ainsi l'inverse de ce qu'elle dit, puisqu'elle en a parlé du mode opératoire. Elle a justement dit que c'était ça qui était condamnable. Et provoquer la polémique, à quel moment c'est pas Bourdin qui essaye de lui faire dire des trucs, et vous croyez ce que Bourdin essaye de lui faire dire sans aller vérifier. Mais pas de correctif depuis... Ah, c'est con ça. D'après notre recension. Peut-être que ça viendra. Jamais plainte en diffamation, sérieux? Les plaintes en diffamation, ça a très peu de chances d'aboutir, parce que les gens peuvent plaider l'erreur de bonne foi... alors l'excuse de vérité quand c'est vrai, quand c'est faux, tu peux plaider d'autres trucs, tu vois. Notamment l'erreur de bonne foi. Faut que tu prouves que la personne savait en le disant que ce qu'elle disait était faux. Ça, c'est souvent dur à prouver. C'est pas impossible, mais c'est souvent dur. Le 3 mars, sur BFM TV, Apolline de Malherbe questionne le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, sur le sujet, toujours sur la base de la même citation, faisant perdurer ainsi un récit médiatique trompeur. Nul doute qu'elle lui a... Retailleau, elle n'a pas dû lui apporter une contradiction très énervée, même si des fois, elle est très méchante, Apolline de Malherbe, vous le savez. On a même fait une miniature dans ce sens-là. Le fait d'employer le terme « action légitime » et de le distinguer des moyens d'action, comme le fait la députée franco-palestinienne, prête à confusion. Alors, Arrêt sur image n'est pas juste là pour aller au secours de Rima Hassan. S'il y a des trucs qui ont été un peu maladroits, ils vont le dire. Alors, ils vont le dire soit directement, soit en interrogeant des spécialistes du droit international. Mais au moins, eux, ils vont le faire de façon basée. Mais si on considère son propos dans son ensemble, tous les chercheurs et chercheuses spécialistes de la Palestine avec qui nous sommes entretenus confirment à Arrêt sur image qu'il est factuel. Ce que dit Rima Hassan, c'est ce que disent la plupart des personnes qui étudient les territoires colonisés. Tout peuple a le droit à la résistance armée, mais ce n'est pas un droit absolu. C'est-à-dire, oui, tu as le droit à la résistance armée, mais pas n'importe comment. Pas en prenant des otages, pas en ciblant des civils, etc. Pas en violant des gens, pas en torturant des gens. Je ne sais pas s'il y a des tortures, mais en tout cas, des agressions sexuelles, je crois qu'il y en a eu. Des otages, il y en a eu. Des civils qui ont été touchés, il y en a eu. Donc tous ces trucs-là sont critiquables en tant que mode opératoire. Spoiler, c'est exactement ce qui est fait. Mais on voit que Rima Hassan, elle cristallise beaucoup de choses. C'est comme les gens qui sont devenus fous sur Boualem Sansal. Ils sont en mode, oui, elle a voté contre sa libération. Alors qu'elle a dit précisément, non, on a essayé d'amender le texte pour que, si le but c'était de faire libérer Boualem Sansal, je suis prête à signer ça, et pas de problème. Même si le mec, c'est pas mon copain en termes d'idées, mais tu n'as pas à être détenu pour ça. Ça, très bien. Mais ça, évidemment, personne ne l'a retenu. Sauf que, en fait, ce texte de loi, c'est principalement l'œuvre de l'extrême droite. Et qu'est-ce qu'il y avait dedans ?
Bah, en fait, il y avait surtout la crispation des relations internationales avec l'Algérie. Toutes les aides aussi qui étaient, tous les fonds qui étaient accordés à l'Algérie qui étaient supprimés. Plein de trucs aussi au niveau diplomatique qui sautaient. Donc en fait, il disait, au nom de ce truc-là, l'instrumentalisation du cas Boualem Sansal ne peut pas me faire signer ce genre de truc. C'est très différent. Même si, encore une fois, les gens comme ça ne voient pas. Non, ils n'ont vu que les 40 secondes. Non, ils n'ont vu que le tweet de Rotaille. Donc ça c'était ce que nous disait un doctorant en études politiques à l'EHESS et spécialiste d'Israël et des territoires palestiniens occupés. Tommy Vescovi, ajoutant qu'elle n'a jamais dit que s'en prendre à des civils était légitime. Ce que là, on a pourtant entendu dans tous les médias. Xavier Guignard, chercheur en sciences politiques et spécialiste de la Palestine, abonde mais reconnaît tout de même une maladresse sur la formulation. Le droit international ne reconnaît pas la légitimité d'un groupe en particulier. Il aurait donc été plus fin de parler de légitimité de l'action armée pour les Palestiniens en général, oui, plutôt que de dire est-ce que le Hamas a une légitimité pour faire ce qu'ils font ou pas. Bah, à part nous parler du fait qu'ils ont été élus ou pas, parce qu'il y a eu aussi cette question-là. Mais de dire, bah, en fait, la résistance pour tous les Palestiniens, pas spécialement. Ouais, le Hamas, c'est peut-être la pire façon de résister. Moi, je préférerais que ce soit une autre. Moi, je parle des Palestiniens. Peut-être ça aurait été plus précis de le dire comme ça. Que ça aurait levé plus d'ambiguïté, même si, bon, bah, le propos s'auto-suffisait en soi, mais. Du coup, tu tirais sur qui? Je ne sais pas à qui tu parlais, fixe. Pour Johan ou Johan Soufi, avocat spécialiste du droit international qui a travaillé pour l'Agence des Nations Unies chargée des réfugiés palestiniens au Proche-Orient. Donc non seulement des spécialistes du droit international, mais spécialistes de cette question. La notion de légitimité relève de l'aspect moral et éthique. Ça aussi, quand elle disait résistance, bah en fait c'est connoté. Bah, légitimité aussi, c'est oui, qu'est-ce que tu mets dedans? Ah, moi je me souviens de quelqu'un d'extrême droite qui est parti en hurlant de cette antenne quand il m'a demandé oui, et alors est-ce que les gens qui sont de telle nationalité, est-ce qu'ils sont plus légitimes ou pas? Bah, ça dépend. Qu'est-ce que ça veut dire légitime? Est-ce que ça veut dire légal? Est-ce que ça veut dire moral? Est-ce que ça veut dire coutumier? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on met derrière le mot légitime? Oh, j'ai pas eu le temps de lui dire ça. Il est parti en hurlant avant. Elle est donc subjective et fluctuante, la notion de légitimité, plutôt qu'une considération juridique, explique-t-il. Arrêt sur image précisant qu'il préfère se pencher sur la légalité des actes plutôt que sur leur légitimité. Voilà, si on veut vraiment être dans la précision. Phoenix, si ce que tu essayes de me dire, c'est je parlerai alors, de ce sujet, je parlerai de Gaza quand j'aurai été à Gaza. Est-ce qu'on peut se permettre un peu de familiarité? Est-ce que tu es au courant du con que actuellement personne ne peut aller dans Gaza? Personne ne peut en sortir non plus, à part l'armée israélienne. Est-ce que je suis dans Tsahal? Est-ce que t'es complètement con? Non mais on est obligé de les secouer un petit peu les gens. Je sais pas si tu parlais pas à moi, il fallait être la personne si tu voulais pas te faire engueuler. Mais si ce que tu me dis c'est on ne parle pas de Gaza si on n'a pas été à Gaza, bah ce que tu me dis est complètement con. Et moi je fais de l'actualité internationale. Donc quoi? Il faut que tu me payes un putain de billet d'avion pour aller dans tous les pays du monde pour que j'ai le droit de faire de l'actualité internationale? Si ça t'emmerde en fait, gicle d'ici. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Incroyable. Je réponds à une autre personne. Ah bah tu te fais engueuler gratos. Et bah ça t'apprendra à ne pas hâte les personnes. Moi si tu ne hâtes personne, et bah je pars du principe que tu me parles. Et Pompeur, avec un prénom très très bizarre, un pseudo très très bizarre, ça a eu l'air de lui plaire puisqu'il a follow là-dessus. On ne sait pas. On ne sait pas. Et go MP les gens. Donc l'égalité plus que légitimité. De ce point de vue, les 3 chercheurs sont formels. Donc ils en ont quand même pas interrogé un ou deux, tu vois. Ils poussent jusqu'à 3. Les propos de Rima, et peut-être plus, on n'a même pas lu la moitié de l'article. Les propos de Rima Hassan sont bien conformes au droit international puisque ce dernier autorise et encadre bien la lutte armée. Et on le cite. L'article 1.4 ou 1 aligné à 4, j'ai envie de dire 14 de base mais il y a des parenthèses, du protocole additionnel 1 des conventions de Genève reconnaît expressément ce droit. Détail, Johan Sophie toujours. Avant de détailler que même si Israël n'a pas ratifié ce protocole additionnel, le droit des peuples sous occupation à se libérer et à résister, y compris par les armes, est en principe de droit coutumier. Alors, droit coutumier justement à opposer au droit écrit,
reconnu comme tel dans plusieurs résolutions, en tout cas je crois que c'est comme ça qu'on l'entendait en France en tout cas, reconnu comme tel dans plusieurs résolutions de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Il y a un an, une polémique similaire déchaînait déjà les commentaires politico-médiatiques contre Rima Hassan. Ah bah voilà, il l'évoque. Il y était aussi question de légitimité du Hamas et d'une séquence tronquée diffusée par le média Le Crayon. Ah, comme on l'a rappelé, eux ils n'ont pas diffusé le reste, ils ont été pires que Sud Radio, qui avait valu à l'eurodéputé une convocation en avril 2024 par la police judiciaire, puis voilà les conséquences, dans le cadre d'une enquête pour apologie du terrorisme. L'apologie du terrorisme, un PB. Hein, c'est pour ça que il faut que l'apologie du terrorisme, pourquoi pas continuer d'être condamné. Par contre, est-ce que ça doit relever du parquet national antiterrorisme ou est-ce que ça peut pas relever du droit de la presse ou... Justement, c'était la problématique que soulevaient les filles, justement. Ça fait 2 fois, justement. Du coup, 3 maintenant. Cette fois encore, Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, a annoncé sur X avoir signalé à la procureure de la République de Paris ses propos qui relèvent de l'apologie du terrorisme. L'extrême droite a aussi réclamé la déchéance de nationalité de Rima Hassan, à l'instar de l'eurodéputé Marion Maréchal Le Pen ou de Jean-Philippe Tanguy. Silence pour la France sur CNews. Cette proposition a été reprise par le sénateur et ministre François-Noël Buffet sur Europe 1, ainsi que par le ministre des Relations avec le Parlement, Patrick Mignola. Décidément, il y en a plein. Hein. Ouais, vous avez les liens à chaque fois. On va peut-être pas tous les regarder. Près d'une semaine après le début de l'emballement, c'était au tour d'une centaine de sénateurs de réclamer à la présidente du Parlement européen la levée de l'immunité parlementaire de Rima Hassan, afin que les autorités compétentes puissent examiner la portée et les conséquences de ces déclarations. Et ce, malgré une énième mise au point de la première intéressée. Bon, par contre, les gens qui sont des élus et qui disent que les Palestiniens, c'est un cancer à nettoyer, qu'il faut tous les tuer, que c'est très bien tout ça. Bon, eux, on ne propose jamais de les déchoir de leur nationalité, on ne propose jamais de lever leur immunité, ça c'est bien. C'est comme, rappelez-vous sur le sujet précédent, Betaram, violer et battre des enfants pendant 60 ans, ça c'est bien, on va te donner des subventions pour ça, et même de plus en plus de subventions. Par contre, un bail musulman qui, en cours d'histoire, enseigne la guerre d'Algérie, ah non, là faites venir le GIGN. Pour toutes ces politiques, hormis LFI, pour tous ces politiques plutôt, hormis LFI et quelques organisations de gauche radicale, et pour un certain nombre de médias, hormis l'Humanité, Politis ou le média, coucou, le seul cadre rhétorique qui vaille est conditionné à la qualification de terroriste pour désigner le Hamas. Voilà, est-ce que vous dites que le Hamas sont terroristes? Voilà, oui, vous l'avez dit. Bon, fin de la discussion. Donc ils sont terroristes, donc voilà, on arrête de parler, on arrête de réfléchir. Une injonction pourtant problématique, on va quand même réfléchir dans l'article, à plusieurs égards selon nos sources. Une fois qu'on a dit terroriste, c'est fini, c'est un cul-de-sac, on n'en sort pas, soupire ce journaliste Sylvain Sipel pour Orient 21. Orient 21 d'ailleurs, auquel ils ont consacré un sujet de 7-8 minutes je crois, sujet assez court, mais qui était bien, en vidéo, une fois n'est pas coutume. Oui, parce que arrêt sur image, les seules vidéos, ce n'est pas la vidéo hebdomadaire, ça n'est pas que les clashs de Schneiderman. De temps en temps ils mettent un coup de projo sur des petits ou des plus gros médias, puisqu'en l'occurrence Orient 21 ça a quand même pignon sur rue. À partir du moment où l'on qualifie un groupe de terroristes et non un acte, et parce qu'un acte terroriste c'est plus compréhensible qu'un groupe terroriste, il peut à certains moments commettre des actes terroristes et à certains moments conduire des actions, notamment surtout quand ils ont une branche armée, une branche politique, une branche religieuse. Peut-être que tous ne font pas les mêmes choses, tu vois. Et si ah non, bah, voilà, ce sont des terroristes, donc de toute façon on condamne en bloc tout ce qu'ils font, quelle que soit la période. Peut-être avant le 7 octobre ils ont fait des trucs qui étaient moins problématiques, je ne sais pas. Bon, en l'occurrence le Hamas, je crois que bon, c'est contrairement au Fatah, ça a toujours été un peu plus vénère quoi, mais... Après justement c'est l'absence de solution politique auquel a été confronté le Fatah. Est-ce que c'est pas ça qui a créé le Hamas? Bon, ça et bien sûr les valises de billets que Bibi le boucher leur faisait parvenir via le Qatar, vous connaissez les bails. C'est documenté. Donc à partir du moment où on qualifie un groupe de terroristes et non un acte, tout ce que ce groupe peut faire sort du champ de la légalité, explique Yohann Soufi. Voilà, il le dit avec beaucoup moins de mots et c'est beaucoup plus précis que la grande phrase que je viens de faire. C'est pourquoi le droit international humanitaire s'attache à analyser les actes commis plutôt que l'identité de ceux qui les font.
C'est plus précis, effectivement. Pourtant, aujourd'hui, c'est bien avec le Hamas qu'Israël négocie. Oui, parce qu'on dit souvent on ne négocie pas avec des terroristes. Mais actuellement, vous les considérez comme terroristes et vous négociez avec eux. Ce qui implique que cette organisation... Enfin, ils ont mis du temps, justement. Le problème, c'est justement de ne pas avoir ouvert les négociations avant, en l'occurrence. Surtout si ton objectif, c'est de libérer les otages. Hein. Ce qui implique que cette organisation... Plutôt que de bombarder l'endroit où sont les otages, par exemple. Ce qui implique que cette organisation a une légitimité, comme le dit Rima Hassan, et pas seulement parce qu'il détient des otages israéliens, mais parce que ça nous plaise ou non, il est à cette heure la seule organisation représentative, le seul interlocuteur à Gaza, pointe la journaliste Meriem Laribi, qui vient de publier « Sigil Humanité Gaza, la guerre et les médias aux éditions critiques ». Un livre sur le traitement médiatique de Gaza. Le Hamas continue à avoir un leadership et reste un acteur central de la société palestinienne, de gré ou de force, c'est un fait. Abonde Thomas Vescovi, qui rappelle que ses responsables politiques font des entretiens sur différentes chaînes internationales. Oui, j'imagine que par exemple Al Jazeera, ils vont pas s'interdire. Et du coup, tu peux peut-être comprendre un petit peu plus ces problématiques. D'ailleurs, tout en détestant le Hamas autant que tu veux, mais peut-être qu'en écoutant leurs revendications, c'est pareil. Justement, nous on n'est pas pro-Poutine. Tout à l'heure, on regardait les revendications précises de Poutine par rapport à l'Ukraine. Peut-être que ça peut servir. Où est-ce qu'on en était? On était à Thomas Vescovi. Dans l'espace médiatique, cette qualification terroriste a été dévoyée depuis qu'on a connu les attentats de 2015-2016, notamment le Bataclan. On a l'impression que c'est le crime ultime, alors que pourtant c'est le crime contre l'humanité. Déplore le chercheur Xavier Guignard. Oui, parce que du coup souvent la qualification juridique du terrorisme, c'est des crimes de guerre. D'ailleurs, ne pas les qualifier de terroristes, ce n'est pas prendre parti, mais simplement aller plus loin qu'une partie de sa réalité. Complète le Politis qui précise que cette qualification est politiquement située et aussi géographiquement située. Ah oui, les terroristes, vous le voyez sur plein de sujets tout de même, les gens. Non, mais le terroriste. Alors, si il est blanc et qu'il agresse des Kurdes rue d'Anguin, c'est pas un terroriste, c'est un déséquilibré. Ou si c'est un néo-nazi qui agresse des rugbyman sud-américains au cri de on est chez nous ici, vous n'êtes pas chez vous ici, et qu'il le bute en disant ça. Ça n'est pas du terrorisme. Par contre, si un mec est bronzé, a une barbe et met un coup de couteau dans un parc, là c'est du terrorisme. Oui, le terrorisme c'est quand même quand le mec il est arabe, on est d'accord, sinon c'est pas du terrorisme. Ah, le mec qui fait les tueries de Hanau, ah non, il est blanc et il tire sur des bars à chicha, donc globalement c'est pas du terrorisme, on est d'accord. Évidemment, géographiquement situé donc, voilà, si ça n'était pas clair dès le début. Le juriste Yohann Soufi souligne qu'il n'existe pas de consensus au sein des Nations Unies sur la définition du terrorisme, contrairement à celle de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité ou de génocide. On a énuméré plusieurs fois les critères. Alors le crime de guerre, la notion a été élargie parce qu'à la base, je crois que ça a été créé au tribunal de Nuremberg et qu'on a élargi. Alors le premier élargissement, c'était pour désigner comme crime contre l'humanité l'apartheid qui était pratiqué en Afrique du Sud. Et puis petit à petit, on l'a appliqué à d'autres choses. Bon, il y a quand même un caractère d'ampleur qui ne colle pas avec le terrorisme. Parce que quand tu es en capacité de commettre des crimes contre l'humanité, t'as pas besoin d'utiliser des méthodes terrorisme. C'est-à-dire que tu as une armée globalement, quoi. Il rappelle, alors éventuellement un terrorisme d'État, si on devait trouver une limite à mon raisonnement. Il rappelle également qu'une partie importante de la communauté... Alors après, la définition juridique internationale du terrorisme d'État, là je pense que j'en ai encore plus dans la merde. Qu'une partie importante de la communauté internationale, notamment les pays des BRICS, la plupart des États africains et des pays arabes, mais aussi la Norvège par exemple, ne considèrent pas le Hamas comme une organisation terroriste. D'ailleurs, en fait, s'il y avait une qualification claire juridique, on ne demanderait pas vous considérez que c'est un groupe terroriste? Parce que du coup, oui, c'est en fait l'avis des gens que tu leur demandes. Mais du coup, chaque personne a une opinion différente. Et c'est pour ça que la première question, la seule question qu'ils leur posent, c'est ça. Comme ça, on peut mieux s'arrêter de penser et dire des platitudes, justement.
Mais bon, des platitudes sur des guerres, c'est quand même un peu compliqué. Un PB. Du point de vue palestinien et d'une grande partie des pays du Sud et du monde arabe, le Hamas s'inscrit pleinement dans le champ de la résistance, explique encore Thomas Vescovi. Et encore une fois, résister techniquement, bah, tu peux résister à quelque chose, et tu peux même résister à quelque chose de bien, tu vois. Et tu peux y résister d'une façon horrible. Le mot résistance est connoté, donc... Ah, vous avez vu, c'est combien de personnes où ils ont dit ah non, il a dit que le Hamas résistait à l'armée israélienne. Donc cette personne, il faut voilà, la déchoir de l'humanité. Alors que des fois, en fait, dans le tweet d'après, il te dit par ailleurs, on trouve que ce qu'ils ont fait est complètement dégueulasse. Mais bon. Meriem Laribi note à ce propos qu'en France, le terme résistance est très positivement connoté. Ah bah donc c'est pas juste est-ce que ça va quand Meriem Laribi elle le dit, ou est-ce qu'elle va être cancel comme Rima Hassan? Même si c'est son métier de s'exprimer là-dessus. C'est aussi le métier de Rima Hassan, puisqu'elle est avocate spécialisée droit international, il me semble. Donc très positivement connoté du fait de notre histoire. Oui, parce que la résistance chez nous, tu te souviens, on pense évidemment à la résistance en France contre les nazis. Mais que le Hamas est objectivement une organisation qui résiste, dans le sens réagir, et que cette assertion factuelle n'empêche pas ensuite de juger que c'est moins une résistance, légitime ou pas, légaux ou pas, de les juger légitime ou pas. Désolé, c'est pas meilleure lecture les gens, mais j'espère qu'au moins voilà, les informations passent. Sylvain Sipel pointe que la rhétorique du gouvernement israélien et de ses soutiens passe également par la nazification du Hamas. Après le 7 octobre, Netanyahou a dit « Le Hamas, c'est les nazis. » Et on ne discute pas avec les nazis, détaillant que c'est une pratique ancienne, utilisée par l'État hébreu. Bah, d'ailleurs, justement, c'est pour ça aussi qu'on ne négocie pas avec les terroristes, tu vois. Et on ne discute pas avec les nazis. Donc c'est pour ça que c'est très important de les caractériser comme étant les deux. Par contre, si Israël pratique du terrorisme d'État, bon, par contre, ça, il faudra surtout pas le dire. Voilà, c'est pareil, il y a les bons et les mauvais boucliers humains, on l'a vu tout à l'heure, tu vois. Les bons boucliers humains, c'est ceux qui utilisent ça, tu vois, mais... Bon, c'est bien que, voilà, au moins, même les journaux de droite israéliens commencent à le reconnaître un peu, tu vois. C'est un peu tard. L'incarnation du nazi change à chaque fois. Le premier, c'était Nasser, le dirigeant égyptien. Puis, ça a été l'OLP, l'Organisation de Libération de la Palestine. Et maintenant, c'est le Hamas. Si le fond du discours de Rima Hassan est bien conforme au droit international, comment expliquer qu'il suscite alors une telle unanimité politico-médiatique contre lui? Bah, c'est un peu comme, justement, on l'avait vu sur un autre dossier, Apathy. Alors, c'était pas le droit international, là, mais son discours était conforme à l'histoire, et pourtant, il a fait unanimité. Ah, c'est un scandale, à de rares exceptions près. Les gens voulaient saisir l'Arcom pour voilà, faire des signalements contre Apathy. Pourtant, Apathy, c'est pas le mec le plus énervé de la planète, hein. Pour Thomas Vescovi, une grande partie du champ politique a adopté, je ne lis plus trop ce que tu écris Félix du coup, puisque depuis tout à l'heure c'est un peu aux fraises, une grande partie du champ politique a adopté un discours de choc des civilisations qui perçoit le monde musulman comme un monde menaçant. Tous les acteurs qui en sont issus sont perçus comme une menace, s'ils n'ont pas le discours occidental. Je vous laisse lui expliquer pourquoi c'est complètement con si vous n'avez pas la flemme les gens, hein. On perçoit Israël comme un allié indéfectible avec un monde occidental mythifié. Et dans cette rhétorique, le Hamas n'est pas un acteur palestinien, mais une émanation nouvelle d'un islamisme menaçant. Analyse le chercheur. C'est dans cette perspective que le parallèle avec Daesh et la comparaison avec les attentats du Bataclan ont été très vite mobilisés. Une comparaison qui, intellectuellement, n'est pas satisfaisante pour Xavier Guignard. Ce n'est pas la même chose et cette suridentification à Israël me paraît politiquement troublante et analytiquement trompeuse. On va voir pourquoi. Yohann Soufi déplore une véritable faillite morale des médias et des responsables politiques sur ces sujets. Pour lui, cette incapacité à traiter sereinement le conflit israélo-palestinien résulte de plusieurs facteurs. Le premier, c'est la responsabilité de la France dans la Shoah, bah quand même. L'impact du terrorisme sur une société française profondément traumatisée par de nombreux attentats, ça c'est plus récent, mais aussi, et on le met en dernier, mais c'est peut-être le plus important, l'absence de prise de conscience de la gravité du colonialisme. On ne peut pas comprendre le conflit israélo-palestinien si on ne comprend pas que c'est avant tout une problématique coloniale. Et c'est la vidéo de Taokan qui l'expliquait très bien pour les gens qui croient que c'est une guerre de civilisation, une guerre de religion. Bah, au
au mieux une vision très très parcellaire de ce qui se passe. Comme en témoigne l'incapacité persistante de certains à reconnaître les crimes commis pendant la guerre d'Algérie. Bah voilà, du coup, le lien est fait dans l'article aussi. Une analyse partagée par Sylvain Sipel. Ça révèle l'incapacité étonnante de la classe politique française d'accepter qu'il reste encore des États coloniaux dans le monde. Et plus le temps passe, plus Israël est l'un des derniers vestiges d'État colonial où une population autochtone est opprimée. Dans le milieu universitaire, ce qu'a dit Rima Hassan n'est pas commenté, tant la discussion sur le fait colonial est légitime, observe l'ancien journaliste du Monde, qui est passé du coup à Orient 21, si c'est Sipel. En revanche, dans l'opinion publique et chez les faiseurs d'opinion, il y a une ignorance volontaire de définir ce qu'est une occupation coloniale. L'opinion publique de CNews, c'est clair que on est plus, niveau café du commerce, après quand même 2 ou 3 verres en trop, quoi. Voilà, du coup, une ignorance volontaire ou alors une incapacité. Moi, c'est moi qui le rajoute, mais... des fois, c'est quand même plus pratique de pas bien se poser les questions. L'ensemble du Sud global ne reconnaît pas le Hamas comme organisation terroriste et ça compte, avait plaidé le PDG de l'agence France-Presse, la fameuse AFP, Fabrice Fries, on ne sait pas. Alors, je savais pas qu'il y avait une polémique sur l'AFP. En novembre 2023, devant la commission de la culture au Sénat. Alors que le choix de l'AFP de ne pas qualifier le Hamas de groupe terroriste sans attribuer directement l'utilisation de ce mot et sans utiliser de guillemets, alors ils vont l'expliquer pourquoi, mais on l'a expliqué aussi avant, c'est parce que en fait on demande à chaque fois, à chaque personne, est-ce que vous les considérez comme terroristes? Donc considérés par terroriste, comme terroriste par tel pays, telle personne, telle organisation. Là ça peut avoir du sens, mais dans l'absolu, encore une fois, dans l'absolu, c'est un mode opératoire qui est terroriste. Donc ça avait provoqué des réactions de l'utiliser sans guillemets. Et ce, quand bien même il s'agissait d'une disposition de longue date à l'agence, valant pour tous les groupes ou organisations. Le communiqué faisait valoir que de nombreux gouvernements qualifient d'organisations terroristes les mouvements de résistance ou d'opposition dans leur pays. Spoiler, puisqu'on parlait de résistance tout à l'heure et de ce que ça évoquait en France, nul doute que les Allemands considéraient les résistants français comme des terroristes. Hein. Bon, en fait c'est une question de point de vue, c'est pour ça que du coup, tu dis selon le point de vue de qui? Ça peut être pratique. Donc comment les gens sont vus en tant que terroristes et surtout par qui? Et convoque comme Rima Hassan l'a fait sur Sud Radio l'exemple de Nelson Mandela. Le directeur de l'info, qui était vu du coup à l'époque comme un terroriste aussi. Même si aujourd'hui ça viendrait à l'idée d'assez peu de gens de dire « Ah, Nelson Mandela, ce terroriste ultra dangereux, pourquoi ils l'ont pas juste exécuté ?» Bon, il y a quand même peu de gens qui sont assez peu décomplexés dans l'extrême droite pour dire ça. Après, il y a peut-être des gens qui voudraient remettre l'apartheid, et sûrement ceux-là le font. Le directeur de l'information de l'agence avait signalé qu'il s'agissait d'une polémique purement française, qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Pour la personne qui... est-ce que c'était pas déjà Phoenix, justement, qui nous disait tout à l'heure oui, mais en quoi ça concerne la France? Eh bien, ça concerne spécifiquement la France sur cette question. Sur la qualification de terroriste ou de résistant. Quid des plateaux télé? Dire que le Hamas est une organisation terroriste est un prérequis pour toute discussion sur le Proche-Orient. Un prérequis, c'est pour ça que c'est la première question qu'il pose. Et sinon, tout dialogue est impossible. Et après, et si tu le dis, après tout dialogue est inutile. Sinon, vous n'êtes pas une personne respectable, déplore Meriem Laribi. Le coup d'entrée de notre prise de parole, c'est de nous situer politiquement, mais si l'on se contente de ce Hamas égale terroriste, on est incapable d'exprimer ce qu'est réellement le Hamas dans sa complexité, regrette Xavier Guignard. Peut-être que surtout sur les plateaux télé, ils veulent que des simplifications. Hein. Ne serait-ce que parce qu'ils partent du principe que les gens qui les regardent sont complètement cons. Ce qui est quand même assez cynique. Et ce qui contribuera pas à élever le débat. Le chercheur pointe d'ailleurs que le reste de l'iceberg qu'on ne voit pas à propos du Hamas n'est pas plus positif en référence à la gouvernance du mouvement islamiste. Il ajoute que s'intéresser à cette complexité est fondamental pour comprendre les choix du 7 octobre. Mais comprendre, est-ce que ce n'est pas déjà excusé? On est toujours dans le sarkozysme, les gens. Vraiment.
Pourtant, au-delà du cas de Rima Hassan, le sujet fait encore régulièrement l'objet de polémiques. Fin février, alors qu'il était invité à la matinale de France Inter, le dessinateur Johan Sfar avait rétorqué à la journaliste Marion Lourd « Je crois qu'on répète trop ce que dit le Hamas », alors qu'elle venait de donner la version du Hamas à propos de des conditions de la mort de la famille Bibas, prise en otage le 7 octobre 2023. Sur son compte Instagram, ils en mettent des captures, l'artiste avait dénoncé un travail de légitimation insidieux d'un groupe terroriste qu'il disait observer régulièrement dans les pages du Monde, dans les dépêches AFP, ou sur France Télévisions, ou ailleurs. Everywhere. Il n'y a que de la légitimation du Hamas partout. Partout, ils sont tous. Ce ne sont que des porte-paroles du Hamas. Ils le sont tous. À part CNews. Je ne sais pas s'il a été jusque-là. Je ne connais pas Johan Sfar. Enfin, je connais deux noms, mais je ne sais pas ce qu'il a fait à part. Il est dessinateur, visiblement. D'accord. Et ça ne l'ouvre pas en grand. C'est dommage. On nous met quoi en capture? Il faut l'écouter pour le croire. Alors ça, c'est Julien Ball. On l'a vu déjà sur ce sujet, sur un autre article. Hallucinant. Sur France Inter, le journaliste qui interviewe Johan Sfar cite le Hamas comme source pour contrer ce qu'elle estime être la version israélienne. Bah oui, en fait, parce que justement, même si, justement, en temps de guerre, les deux camps, c'est de la propagande, de toute façon. Mais est-ce qu'on ne comprend pas mieux les choses en confrontant plusieurs propagandes? Pour essayer de se dire, bah, qu'est-ce qu'on peut recouper dans les deux? À partir de là, qu'est-ce qu'on peut estimer être proche de la vérité? Pas étonnant, ensuite, que deux Rima soient élus. Deux Rima? C'est pas bon, il a dû faire une coquille. Et là, bah, du coup, ça va être trop petit pour qu'on lise ce qui est surligné, vu que ça ne peut pas s'ouvrir en grand. Le Hamas lui a dit, donc c'est un dialogue qui retranscrit. Non, on n'est pas dans un genre d'équivalence. On est dans un rapport médico-légal transmis à toutes les autorités internationales. Je ne fais que répéter ce que dit le Hamas. On répète trop ce que dit le Hamas. Bon, alors du coup, si on répète ce que dit Tsahal, peut-être ça va, mais peut-être faut pas répéter. Je sais pas, sur le nombre de morts, alors du coup, comment on fait? Parce que est-ce qu'il faut faire confiance à qui, vu que personne d'autre ne peut accéder à Gaza? Du coup, comment on sait? Dans ce cas-là, il nous reste, par défaut, si on ne doit pas écouter le décompte des morts, parce que souvenez-vous, ça a été aussi une problématique de oui, mais il mente, le ministère de la Santé du Hamas, sur le nombre de morts. Bon, en fait, aujourd'hui, à peu près tout le monde pense que ce chiffre est sous-estimé et qu'il n'y a pas trop de raison d'en douter par rapport aux recensions, même s'il reste sous-estimé. Et alors du coup, si on n'écoute pas pour le nombre de morts, le ministère de la Santé, du coup, de facto, qu'on les aime ou qu'on les déteste, du Hamas, on doit... Les seuls autres qui ont accès à la bande de Gaza, c'est l'armée israélienne. Donc il faudrait faire confiance à l'armée israélienne sur le nombre de personnes qui tuent. Je sais pas. On pourrait pas écouter les deux, justement. Voir ce qui a l'air d'être... de se vérifier de la façon la plus accurate. Le 12 octobre 2023, alors que le choc suite au 7 octobre était encore extrêmement vif. Un échange entre la chercheuse Stéphanie Latabdallah et les journalistes de l'émission Sens Public avait cristallisé l'impossibilité de parler du Hamas de façon factuelle et académique. Alors là, on a le lien, peut-être écoutons-le. On a le droit à 3 minutes 10 d'extrait, et en plus, comme c'est Public Sénat, très joli fond vert, hein. Du coup on se doute que cette madame n'est pas dans les décombres, mais l'avantage Public Sénat, c'est qu'il n'y a pas de problème de droit d'auteur. Let's go. Stéphanie Latabdallah, pardon de revenir sur le comparatif entre le Hamas et Daesh, mais l'utilisation des images d'horreur, c'est aussi un trait commun. Non. Oui, alors moi sur les images, je serais pour le moment précautionneuse. On a besoin de vérifier. On a vu un article du Monde qui a démonté certaines fausses images. Je ne dis pas qu'elles sont toutes fausses, loin de là. Je ne remets pas en question les atrocités, loin de là. Je suis choquée comme tout le monde. Je dis juste que pour moi, qui suis historienne et politiste, j'attends qu'on puisse voir ce qu'il en est de ces images et comment on peut travailler dessus, comment on peut les voir. Est-ce que ça changerait votre perception du Hamas? Oui, quand tu es historienne, peut-être tu laisses un petit peu la poussière retomber plutôt que de réagir à chaud et dire n'importe quoi. C'est un truc où le temps long est important, c'est quand même le métier d'histoire. Après, du coup, c'est des invitations un peu pièges sur... peut-être pas à Public Sénat, moins à Public Sénat que à CNews, quoi. Vous imaginez Public CNews, ça doit être horrible. Mais, enfin, vous croyez que j'ai quoi comme perception du Hamas? Je sais pas, parce que vos propos me troublent, Hamas. Mais, enfin, vous croyez qu'on peut les voir? Est-ce que ça changerait votre perception du Hamas?
Mais enfin, vous croyez que j'ai quoi comme Je sais perception pas, du parce que vos Hamas? propos me troublent. Non, mais en fait, ce que Le vous... fait de ne pas vouloir qualifier les actes de terrorisme. Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit. Imaginez que la Laissez-moi, comparaison j'ai pas du tout- Daesh-Hamas Elle a pas parlé des actes, justement, on a vu pourquoi c'était important. J'ai pas du tout dit ça. J'ai pas du tout dit ça. En fait, Ah, c'est-à-dire oui, que blague. non, c'est-à-dire que moi, je considère que l'acte, ce qu'il provoque, c'est de la terreur et en ce sens, c'est du terrorisme. En revanche, je pense que le Hamas n'est pas le même type. Alors après, si des actions qui induisent de la terreur, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas qualifiées de terrorisme et qui le seraient sinon. Bah, je sais pas, est-ce qu'il n'y a pas eu de la terreur quand dans un pays entier, partout dans le pays, t'as eu des téléphones portables et des beepers, des beepers et des talkie-walkie qui ont commencé à exploser et faire plein de victimes. D'ailleurs, pas forcément les gens qui étaient vidés, hein, les gens qui étaient juste à côté, les gens qui avaient l'appareil à proximité, tout simplement. En revanche, je pense que le Hamas n'est pas le même type d'organisation quand on l'analyse qu'une organisation comme Daesh. Il y a une différence entre les actes perpétrés et l'organisation qui les perpètre. C'est tout. Mais oui, il y a une différence. Oui, mais c'est de nature terroriste, même si c'est pas la même chose. Ça, même sur Public Sénat, les gens le découvrent. Oui, Daesh, mais vous c'est comprenez, une nature oui, mais vous terroriste. comprenez bien où se situe mon analyse. Elle ne se situe pas du tout dans les actes qui sont perpétrés, mais de qui perpètre ces actes. Mais qui? C'est le Hamas. Enfin, je ne comprends pas en fait la distinction que vous c'est établissez l'inverse, ils vont entre embrouiller. le Hamas et entre les actes qui ont été Vous ne perpétrés. comprenez samedi. pas la distinction entre un groupe avec une idéologie globale, apocalyptique, et au départ un parti politique qui s'est constitué, qui a été élu en 2006. Voilà, enfin c'est pas du tout la même structure. En fait, bon, Qui veut je suis détruire désolée. l'État d'Israël, c'est quand même. Oui, mais enfin aujourd'hui non, ils ont amendé la charte, mais peu importe. Excusez-moi, Mais peu importe, le sujet n'est pas là. Oui, parce que la position actuelle du Hamas officielle, c'est on est d'accord pour signer un traité de paix, alors pas juste un cessez-le-feu, pas juste vraiment une paix perpétuelle. Si on arrive à faire une solution à 2 États sur les frontières de 1967. Donc c'est ça qui est fou, c'est que en fait, peut-être parce qu'ils sont acculés, qu'ils se sont fait casser la gueule et tout ça, que le Hamas a peut-être changé de version, tu vois, mais parce qu'ils n'ont pas toujours dit ça. Mais actuellement, la position du Hamas, c'est on aimerait respecter le droit international. En fait, je pense que, Non, pas la charte. la différence entre nous, c'est que moi, je me situe au niveau vraiment de l'analyse de qu'est-ce que c'est ce groupe. Et là, je suis pas dans le jugement moral. C'est ça le problème. Mais ça n'empêche pas que les actes sont des actes de terreur. Mais En fait, je on ne parle vois pas de pas. En fait, jugement ce qui vous moral, dérange. on parle de faits et de factuel. définitions. Et c'est extrêmement important de rappeler que le Hamas est une organisation terroriste. Je ne vais pas le rappeler, voilà, qui est reconnue comme telle par les États-Unis et l'Union européenne. Mais ça c'est un détail. Ce qui s'est passé samedi soir, vous ne pouvez pas le distinguer de l'organisation. Ça a été. Et là, en fait, elle le confirme en disant reconnu comme terroriste par. Oui, bah donc, et c'est en fait, donc c'est suivant l'appréciation des gens, des groupes, même des entités étatiques. Effectué, perpétré par le Hamas, qui est connaissez- soutenu par les leaders Je me militaires réfère et juste à politiques du l'histoire Hamas. de ce mouvement. En fait, je pense qu'il faut que vous preniez en compte que moi, j'ai une analyse d'historienne là-dessus, et point. Et là, je suis pas sur la question morale, et je vous l'ai répété. Pour moi, moralement, ce sont des actes de terreur. Comment, en tant qu'historienne, on peut déplacer la question morale? Elle fait partie de l'histoire aussi. La question morale. Bah écoutez, peut-être que Quoi? Non, le travail d'historien, c'est bosser avec des archives, c'est pas juger de ce qui est basé ou pas basé. Ils croient que c'est quoi le métier ils confondent, je sais pas, peut-être ils pensent que c'est des diseurs de bonne aventure, les historiens sont comme ça, ils voient les choses, la moralité en 2 mots, dans des boules de cristal. vous n'êtes pas historienne. Non, je ne suis pas historienne. Bah voilà, bah ça se voit. Ça, oui, ça s'entend beaucoup, madame. Oui, incroyable l'extrait. En vrai, incroyable la coupure de l'extrait. Bah ça se voit. Et ces Public Sénat, ils l'ont partagé comme ça. Bah au moins, tu vois, ils annoncent, au moins ils assument leurs échecs, Public Sénat. Et il y en a d'autres, ils auraient coupé différemment. Ils auraient pas laissé ce truc dans la capsule. Ça se voit. Incroyable les gens. Ah, ce headshot final. Cette séquence avait été restituée dans un papier de l'Express. Ils le mettent en lien, qualifiant la chercheuse, du coup qu'on vient d'entendre, l'historienne, et d'autres d'idiots utiles du Hamas. Faire l'histoire, c'est être l'idiot utile du Hamas. Non, tu es là pour faire de la morale, connard. Est-ce que tu condamnes ou est-ce que tu ne condamnes pas? Mais je suis historien, est-ce qu'on pourrait attendre d'avoir la perspective d'un temps long? Ah, vous soutenez le Hamas. Déjà, le simple fait de vous poser la question, c'est déjà les soutenir. De vous poser des questions tout court. Estimant que certains intellectuels frôlent la frontière entre explication et légitimation. On a changé les mots, comprendre c'est déjà excusé, mais vous avez compris que c'est quand même, ça procède de la même démarche intellectuelle, enfin si on peut parler d'intellectualité en la matière. Auprès d'Arrêt sur Image, la politiste spécialiste du Moyen-Orient se souvient de ce moment désagréable et de l'hostilité à son égard qui a perduré hors plateau. Et là, ça va nous rappeler un petit peu du Bourdieu dans le texte, les gens.
Donc, de la problématique d'essayer de vulgariser des choses sur un plateau télé quand c'est des connaissances assez pointues. À l'époque, une tribune publiée sur Mediapart et signée par plus de 1300 chercheurs universitaires, donc c'est pas la seule à le penser, dénonçait un climat de menace qui engendre peur et autocensure au détriment de la libre expression et pointait des dynamiques inquiétantes, intimidation, censure, répression au sein de la sphère académique, qui reflètent un phénomène structurel plus large de répression des paroles et d'expression de pensée non hégémonique. Spoiler, c'est les mêmes qui viennent vous dire « Oui, la gauche, c'est la cancel culture, tout ça, tout ça ». Il nous invite pour alimenter la bataille émotionnelle, regrette la directrice de recherche au CNRS. Mais la nature de notre métier ne consiste pas à prendre une position morale ou à s'exprimer au nom de nos propres motivations. Ou ouais, si tu le fais, c'est une faute. On ne nous invite pas pour nous laisser le temps de délivrer un peu de nos connaissances, car l'idée est moins d'informer que de cadrer, déplore également Xavier Guignard. Ajoutant que c'est pénible et frustrant, lui aussi, tient à rappeler que les chercheurs ne sont pas des porte-parole de qui que ce soit, ni des militants. Dès que vous dites quelque chose, on vous dit que vous défendez le Hamas, même que vous en êtes le porte-parole. D'ailleurs, commencé par Daniel Schneiderman, je ne sais plus qui l'avait accusé de ça, mais... Il y a un problème de positionnement, analyse Stéphanie Latabdallah, donc la chercheuse qu'on entendait juste avant s'exprimer. Pour elle, cela s'explique en partie car les chaînes d'information invitent à leur côté toutes sortes d'experts avec plein de titres différents, comprendre des toutologues à la tête d'obscurs laboratoires ou cabinets de conseil. Cela crée un brouillage avec les chercheurs qui ont des méthodes de travail, une validation par les pairs, etc. Merci Marc777 pour le follow. Vraiment, la capsule du futur, parce qu'on veut le publier isolé, vous ratez des choses dans la version du live. Vraiment, on a chanté des chansons et tout, on a fait des tutos. Regardez la version live, elle va être beaucoup mieux. Elle va être un peu plus longue, mais elle va être mieux. Bref, poursuivons. Le dispositif médiatique des plateaux télé est également, on a besoin de faire des pauses, est également pointé du doigt. La journaliste Mariam Laribi, toujours, détaille. Si vous voulez exprimer une pensée plus complexe que Hamas égale terroriste, on l'a lu, oui, du coup, le matraquage médiatique. On ne peut pas aller vers des sujets moins consensuels qui s'éloignent des discours admis si on n'a pas le temps de développer un discours complexe. Abonde Stéphanie Latabdallah. Il paraît qu'elle se relie avant d'appuyer sur entrée. Voilà, ça sera une private joke que les gens de la rediff n'auront pas. Quand on voit qu'il y a 1 heure d'émission, qu'on est 10, qu'on va avoir 40 secondes pour parler, comment articuler un propos, se demande la chercheuse. Thomas Vescovi se pose toujours ces questions lorsqu'il est invité sur un plateau télé. Est-ce que je ne vais pas travestir mon travail en allant là-bas ? Ai-je envie de le réduire à 10 minutes ? Alors lui, déjà, il a plus que 40 secondes, il a de la chance. Sur un plateau où je n'aurai quasi pas de possibilité de détailler mon propos ? Ces enjeux écueillent des invitations médiatiques se posent à tous les chercheurs de toutes les disciplines, mais le sujet Israël-Palestine, qui crispe encore un peu plus les gens, c'est vrai, revêt une dimension particulière. Le débat tel qu'il est posé ne permet pas une réflexion posée, un échange serein, déplore Thomas Vescovi. Et avant le 7 octobre, c'était déjà le cas, mais depuis c'est encore plus compliqué. Cette chape de plomb qui pèse dans l'espace médiatique dès qu'il s'agit du Hamas, du 7 octobre, de la guerre à Gaza et plus largement des situations de colonisation et d'apartheid en Palestine semble toutefois s'alléger au fil du temps. D'ailleurs, l'apartheid, by the way, crime contre l'humanité. Un crime contre l'humanité de plus que pratique Israël du coup. Dénoncé en interne par des voix de plus en plus courageuses, de moins en moins nombreuses, mais de plus en plus courageuses qui le font en interne. Et notamment les journalistes d'Haaretz, puisqu'on parlait des journalistes. Non, ils en parlent là. Ouais, une chape de plomb, mais qui semble toutefois s'alléger au fil du temps. Vous avez vu, Elodie Safaris a prévu quand même une partie des dooming dans l'article. Et ça, on la remercie pour ça, on a besoin de ça. On est des live post-doom, donc on se raccroche à ces paragraphes. Les chercheurs et journalistes interrogés par Arrêt sur Image concluent sur une note d'espoir, à l'instar de Xavier Guignard qui se sent infiniment plus libre qu'en octobre 2023 et reconnaît une possibilité de s'exprimer dans les médias avec plus de nuances, même si cet effet est très lent. Oui, c'est-à-dire qu'il faut quand même 1 an et demi de guerre et de massacres, de génocides de plus en plus probables, et à un moment il y a quand même beaucoup d'organisations internationales qui le considèrent, notamment Amnesty. Peut-être que ça permet aux gens qui le disaient avant, en étant inaudibles, d'être plus audibles maintenant. Ça doit jouer.
Thomas Vescovi approuve et se dit lui aussi plus optimiste sur le fait qu'on puisse retrouver progressivement un débat plus serein dans l'espace médiatique. Est-ce qu'on peut avoir un amen pour cette conclusion? Ou le amen de votre choix? Quand j'entends sacerdoce, ça me fait penser à catacombe. Je sais pas pourquoi, on ne sait pas pourquoi Binkutsu, mais ça nous permet aussi d'avoir une forme de conclusion, d'ouverture dans la conclusion. Alors par rapport à ce sujet, on a justement la polémique du jour. Alors c'est pas par rapport à Israël, mais c'était contenu dans l'article de dès qu'il y a quelqu'un qui s'oppose à la politique d'Israël, on le traite de nazi. Eh bien, aujourd'hui, nous avons la polémique du jour, des nazis du jour. Eh bien, évidemment, c'est toujours à destination de LFI, toujours dans le registre. Et puisqu'on vous dit que LFI est un mouvement antisémite, alors de quoi c'est parti? Est-ce que c'est pareil comme dans l'article de Elodie Safaris, on peut pas dire, avoir un positionnement plus nuancé, de dire il y a eu des maladresses, pour autant doser un peu. Alors, on nous dit ici, à gauche, on va la voir après, donc à droite, l'affiche de la France Insoumise. Manifestation contre l'extrême droite, ses idées et ses relais, vous ne le voyez pas bien, voilà, vous le voyez mieux. Donc pour la manif du 22 mars, la France Insoumise. Et donc on nous dit c'est exactement la même chose que ceci. Alors il y a quand même un problème, c'est que moi je ne parle pas, c'est même pas de l'allemand, c'est quoi? C'est du néerlandais l'affiche nazie là? Je ne sais pas. En tout cas je ne comprends pas. Mais il y a quand même des choses qui diffèrent un petit peu. C'est que ça a l'air d'être une affiche pour dénoncer le juif. Enfin j'ai beau ne pas parler la langue. On voit quand même une étoile de David. Je pense que ce mot ici veut dire juif. Des éléments quand même qu'on ne retrouve pas vraiment ici. On nous parle de manifester, non pas contre les juifs, ou même contre le sionisme, si tant est que ce soit ça le problème, qu'on n'ait plus le droit de dénoncer le sionisme. Moi par ailleurs, c'est pas forcément ce que je fais. Peut-être que je suis un peu un bisounours, je suis alter-sioniste. C'est un autre débat, revoyez toutes les vidéos, on en débat pendant des heures avec Moura passionnément. Mais là, c'est même pas la question. On dit, on va manifester contre l'extrême droite, ses idées et ses relais. Et donc là, ce qu'on nous figure, c'est un des relais de l'extrême droite, quand même assez avéré dans la bolosphère. De toute façon, toute la bolosphère est un relais de l'extrême droite. Mais sur ces 8, Cyril Hanouna en était l'étendard, le porte-étendard, le vaisseau amiral, on va dire. Bon, on lui répond, et ça, c'est pas un salut nazi, tu vois, genre, oui, bon, par contre, voilà, ça, c'est une affiche antisémite. Par contre, le salut de nazi de Elon Musk, c'est un salut nazi de Magritte, qui n'est pas un salut nazi. Donc, moi, je veux bien quand même aller un peu dans leur sens. C'est en mode, c'est pas une vraie tête de Hanouna, ils ont pris une tête de Hanouna et ils l'ont déformé pour le faire paraître plus inquiétant, plus méchant. D'ailleurs, je crois que en termes de graphisme, ils vont le dire derrière. Mais est-ce que, par exemple, souvenez-vous d'une autre affiche de LFI qui avait scandalisé les gens? Est-ce que quand ils faisaient une affiche sur Nathalie Saint-Cric pour dire elle va voter dimanche prochain et toi, tu vas pas voter, tu veux laisser que les idées de Nathalie Saint-Cric gagner? Est-ce que c'était du coup une affiche antisémite? Ou est-ce que... Oui, si à partir du moment où c'est une affiche LFI, c'est forcément une affiche antisémite. Bon, on ne sait pas. Alors, on avait un article de Libé, je crois, sur le sujet. On me dit ils ont fait pareil avec Pro aussi. Alors, justement, je crois qu'ils en parlent dans l'article, c'est qu'ils vont faire pareil avec Pro. Mais, alors, je sais pas, est-ce que Pro, ils l'ont déformé pour qu'il ait une tête inquiétante? Parce que peut-être ils n'étaient pas obligés de déformer Cyril Hanouna. Il n'y a pas besoin de le déformer pour que ses idées fassent peur, tu vois. Et donc on a ici un article de Sacha Nelken pour Libération. Donc voilà, un nouvel épisode, la guerre entre Hanouna et LFI. Alors justement, en fait c'est une guerre entre Hanouna et LFI, pas LFI versus les juifs, en disant regardez, ils font des affiches nazies. Donc voilà, qui va rejoindre le groupe M6, qui nous a dit qu'il va porter plainte contre le mouvement mélenchoniste. Alors sur cette affiche du coup, puisqu'il l'a dit aujourd'hui, enfin aujourd'hui, hier maintenant, la cause d'une campagne de communication, donc on l'a vu l'affiche, nous préparons des actions judiciaires, a dit l'avocat d'Hanouna, invoquant l'atteinte à l'image. Alors l'atteinte à l'image, en soi ça peut se défendre dès que tu utilises l'image de quelqu'un, ça en soi, peut-être c'est redevable, et disant réfléchir à d'autres actions liées à l'antisémitisme. A quand même l'avocat peut-être un peu plus de recul de se dire,
Peut-être là c'est un peu compliqué, ils font des affiches sur tout le monde. Pourquoi ce serait... voilà, si c'est Hanouna, ça devient de l'antisémitisme du coup. Sur l'affiche incriminée apparaît en gros plan en noir et blanc, donc on l'a vu. Alors ils ont gardé le même code couleur, et en fait ils ont là, juste pris une vraie tête d'Hanouna. Alors par contre ils ont pris une tête floue. Alors moi je veux bien être gentil. Tu vois, je voulais bien défendre l'affiche jusqu'ici, par contre, à partir du moment où tu fais exprès de prendre une tête floue d'un animateur qui... peut-être il est d'extrême droite, mais qui par ailleurs est juif. Là, je trouve ça antisémite. Vous auriez pu prendre une photo nette. Là, bon, voilà. Je rejoins, du coup, toutes les personnes qui attaquent LFI. Alors, pourquoi on n'a pas l'article en entier? Cette image, je combats les idées nauséabondes et les méthodes de Cyril Hanouna et de Bolloré. Mais cette image, on a pu, du coup, l'image, justement... mais cette image emprunte donc tous les codes des caricatures antisémites. LFI n'a plus rien à voir avec le combat antiraciste, a de son côté écrit le sénateur socialiste David Assouline. Ah du coup, ouais, là pour lui, LFI est devenu raciste avec cette affiche. Dose un peu frère. Après David Assouline, je crois que c'était pas un des grands, des fervents partisans d'une FP les gens. Qu'est-ce que tu en penses, Satil? C'est mettre des cibles dans le dos de ces journalistes pour Darmanin. Alors du coup, LFI qui ont changé leur visuel pour quelque chose de plus neutre, mais de très flou, je tiens quand même à rappeler. Pour éviter toute interprétation malveillante, explique-t-on du côté du mouvement. Auprès de l'AFP, LFI s'est défendu d'avoir concentré le tir sur l'animateur, annonçant de prochains visuels sur d'autres personnalités qualifiées de relais de l'extrême droite. Ouais, donc elle n'existe pas encore, celle sur Pascal Praud. Comme l'animateur vedette de CNews, Pascal Praud. Bah oui, c'est logique qu'ils prennent l'animateur vedette de C8, de CNews. Ils le feront aussi pour le JDD, tu vois, avec Geoffroy Lejeune. Enfin, ce serait logique. Est-ce que quand il critique Geoffroy Lejeune, ce sera peut-être par antisémitisme aussi, je sais pas. Contacté par Libération, le mouvement Insoumis dénonce une polémique nauséabonde qu'il attribue principalement à des personnalités d'extrême droite. Nous avons justement retiré le visuel pour empêcher toute utilisation négative, affirme un député insoumis. Une forme d'aveu d'erreur à l'échelle de la galaxie insoumise où l'on a théorisé que s'excuser revenait à s'affaiblir. Non mais les encouragez pas à s'entêter en disant « Ah regardez, il s'excuse !» Donc voilà. Non, s'excuser, ça veut dire essayer de devenir meilleur. Et justement, est-ce que c'est pas quelque chose... alors... Là où je pourrais aller dans le sens des critiques aussi, c'est que c'est pas la première affiche où on leur dit ouais, vous avez quand même commis. Alors oui, c'est pas antisémite de critiquer Hanouna. Par contre, est-ce que l'affiche elle était pas ça dépend comment tu critiques Hanouna. Il y a peut-être des gens qui le critiquent de façon antisémite par ailleurs. Hein. Mais par contre, c'est pas la première fois que un visuel est jugé même en interne par LFI comme étant maladroit. Peut-être faites gaffe un peu les mecs un moment. Si on devait, voilà, essayons de garder quelque chose quand même dans la critique qui soit constructif. Ils ont fait une avec Saint-Cric en noir et blanc, ça va nous fracturer les yeux. Ah si, ils en font une avec... Ouais, tu préfères... Saint-Cric est plus joli en couleur pour Binkutsu. Il dit oui à une Saint-Cric haute en couleur. Moi j'ai lu ça. En juin, les accusations étaient reparties de plus belle après la parution d'une note du blog de Jean-Luc Mélenchon dans lequel il affirmait que l'antisémitisme a été résiduel en France. Et même si le triple candidat à la présidentielle dénonce toujours des accusations infondées, inventées de toutes pièces, ni lui ni son parti n'ont pas encore... Il y a un problème, il y a une négation en trop, non n'ont pas encore trouvé les mots susceptibles d'y mettre un terme. Bah, à partir du moment où tout le monde, en fait, t'as un acharnement, même si les gens, au-delà de tout dosage, je sais pas, est-ce que dire que l'antisémitisme est résiduel, c'est pareil, définition de mot résiduel, comme, par exemple, moi je disais, à une époque, sur un autre sujet, mais pas si éloigné, le racisme systémique. Tu vois, je disais, le racisme systémique, c'est pas la même chose que le racisme d'État, c'est-à-dire que tu n'as plus de loi raciste, et pourtant, il reste du racisme. Donc c'est un racisme qui est résiduel. Pour autant, bah, on le dénonce tous les jours, ce racisme systémique. Bon, bah, on pourrait dire qu'en France, c'est redevenu un racisme d'État, avec certaines lois qui sont revenues. Bref, c'est un autre débat qui n'a pas lieu d'être dans cette capsule qui est déjà trop longue. Merci Public du Futur de l'avoir regardé en entier. Twitch vous fait des bisous et vous respecte malgré que vous soyez sur YouTube, mais n'hésitez pas à venir sur Twitch, c'est bien
Twitch c'est plus fun. Qu'est-ce que t'en penses, Saty? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ciao ciao et à la prochaine capsule du coup.